Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série dédiée aux enjeux de cybersécurité dans le secteur de la défense. Pour ce 3e épisode en partenariat avec Orange Cyberdéfense, nous allons parler des enjeux de cryptographie militaire face à l'arrivée du quantique, un sujet clé pour nos services de renseignement qui doivent jongler aujourd'hui entre différentes technologies, de la bande perforée à l'ordinateur quantique pour maintenir un niveau de sécurité élevé de nos communications les plus sensibles. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir commandant Rémi Durand, chef du bureau conduite des réseaux de chiffrement et adjoint au chef du centre de mise en œuvre du CMOC, rattaché au commissariat au numérique de défense que vous allez nous faire découvrir. Bonjour commandant. Bonjour. Et à vos côtés, j'accueille Benjamin Thomas, consultant sécurité chez Orange Cyberdéfense, spécialiste cyber, blockchain et post-quantique. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci à vous deux de participer à cet épisode. Je rappelle qu'Orange Cyberdéfense, c'est l'entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité. C'est aujourd'hui le principal fournisseur européen de services de cybersécurité et je suis très heureuse de m'associer à cette belle entreprise dans le cadre de cette mini-série exceptionnelle qui nous donne le privilège de découvrir les coulisses d'institutions prestigieuses comme celle du CMOC, de la bande perforée au post-quantique dans le renseignement militaire. C'est notre sujet du jour. Winter is coming, ce sont les mots de Vincent Strubel lors de la cérémonie d'ouverture des Assises de Monaco cette année. Ça y est, le sujet du quantique est sur la table. D'ici à 2029, les ordinateurs quantiques auront la capacité de casser les mécanismes de cryptographie asymétrique actuellement utilisés à grande échelle. 2029, autant vous dire que c'est demain. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la protection des informations du ministère des Armées ? Va-t-on réadopter massivement l'usage de la bande perforée pour protéger nos communications les plus sensibles? Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir le centre de mise en œuvre du chiffre avec vous, commandant. Pouvez-vous présenter le CMOC, rappeler ses missions, son histoire et comment il s'intègre au sein du commissariat au numérique de défense, le CND? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, je fais partie effectivement du commissariat au numérique de la défense qui a été créé récemment au 1er septembre de cette année, qui cumule en fait plusieurs organismes pour avoir un opérateur unique du numérique au profit du ministère des Armées. Spécifiquement, je travaille au sein du domaine des réseaux de chiffrement. Donc, on a une énorme filière qui est répartie sur différents niveaux de responsabilité. Et particulièrement à mon niveau, centre de mise en œuvre du chiffre, on est une grosse boutique qui permet effectivement de pouvoir travailler sur différents aspects, différents domaines qui vont de la conception, de la création de clés de chiffrement jusque la distribution aux abonnés finaux qui sont du coup les opérationnels au niveau des forces armées. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les missions du chiffre et comment elles ont évolué ces dernières années ? Bien sûr. Donc le chiffre évolue constamment puisqu'effectivement le principe c'est de pouvoir protéger nos informations les plus sensibles et d'éviter qu'ils puissent tomber entre de mauvaises mains, et donc c'est un jeu du chat à la souris permanent où on fait évoluer nos moyens de chiffrement pour qu'ils soient de plus en plus robustes et qu'ils répondent justement aux menaces actuelles. Donc on est passé de moyens dès l'Antiquité où on avait effectivement des moyens de chiffrement certes assez rudimentaires mais qui fonctionnaient très bien, à aujourd'hui des moyens informatiques qui sont particulièrement robustes et qui permettent de protéger les informations. Alors justement, on va revenir sur ces moyens dont vous disposez aujourd'hui. Quelles sont les technologies qui sont utilisées pour le chiffrement de nos communications les plus sensibles ? Elles sont particulièrement variées puisqu'effectivement, on va avoir des technologies qui sont plutôt anciennes, qui sont utilisées depuis plusieurs dizaines d'années et qu'on continue à encore utiliser, de par leur robustesse, que ce soit en termes de réseau de chiffrement, mais également en termes de capacité. Ça peut être la bande perforée que vous aviez évoquée. C'est tout simplement un bout de papier, en fait, une bande de papier qui est, comme son nom l'indique, perforée et qui, grâce à un lecteur optique, permet ensuite de pouvoir regarder l'information qu'elle contient à base de 0 et de 1. Si la bande est perforée, ça fait passer la lumière, ce qui permet d'avoir un 1. Si elle est obscurcie, du coup, ça cache la lumière et ça fait un 0, ce qui permet de transformer une information numérique sur un format papier. On a également des moyens beaucoup plus modernes qui nous permettent de protéger tout type de réseau de communication, passant justement du satellitaire, chiffrement IP qu'on peut avoir l'habitude de voir pour nos réseaux informatiques, mais également des liaisons de données radio ou ce qu'on appelle des liaisons de données tactiques qui permettent d'échanger des informations en temps réel sur l'état d'un champ de bataille, que ce soit sur la composante air, terre ou mer. Comment ça marche le chiffrement de données sensibles ? À la base, il faut savoir que ce qu'on essaye de protéger, c'est l'information avant tout. Donc l'information, elle va avoir une certaine sensibilité et dès lors qu'elle obtient une sensibilité qu'on juge suffisante, on va vouloir la protéger
Et donc soit on a deux moyens, soit on protège l'information en elle-même, donc on va chiffrer l'information, on va l'encapsuler entre guillemets pour que quelqu'un qui a accès à cette information ne puisse pas y accéder naturellement. Il verra des blocs de données qui lui seront incompréhensibles s'il n'a pas les moyens de pouvoir déchiffrer cette information. Soit on va chiffrer le support qui va permettre de transmettre cette information, ce qui peut être une liaison radio, une liaison satellitaire ou, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un réseau IP. Et bien entendu, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser conjointement ces deux méthodes pour à la fois chiffrer l'information et chiffrer le support. De cette manière, quand quelqu'un a accès au support en lui-même, il n'a pas directement accès à l'information, il lui faut un autre moyen de chiffrement, ce qui double la protection. Et c'est là que j'ai envie de poser la question, est-ce que vous pouvez expliquer à notre audience quel est le lien entre chiffrement de l'information et cybersécurité ? Du coup, le chiffrement est un peu à la base de tout ce que l'on utilise, pas seulement au sein du ministère des Armées, mais aussi dans la vie civile. La plupart des gens l'ignorent, mais quand ils utilisent par exemple leur carte bleue, ils utilisent du chiffrement, puisque la carte bleue, la puce, contient une clé de chiffrement qui permet de les authentifier et qui leur donne accès à leur compte bancaire, aux opérations qu'ils peuvent faire. On est entouré aujourd'hui, le téléphone portable par exemple, contient énormément de réseaux de chiffrement, on est entouré sans le savoir de réseaux de chiffrement et les gens l'utilisent au quotidien. La différence, nous, au sein du ministère, c'est que on a un besoin un peu plus spécifique, on a un besoin de robustesse, puisqu'on fait face à des pays qui ont des capacités importantes, et on a également un besoin de souveraineté, et donc du coup on a un besoin d'autonomie. Justement, c'est pour ça qu'on est doté nous-mêmes de moyens de conception et de fabrication, ce que n'ont pas forcément les entreprises ou tout simplement les particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes structuré au sein du centre de mise en œuvre du chiffre ? Quels sont les métiers qu'on peut y trouver ? Et est-ce que vous recrutez d'ailleurs dans ce milieu actuellement ? Tout à fait. Donc, pour faire un panorama un petit peu exhaustif et synthétique, il faut savoir qu'au sein du ministère des Armées et de tous les ministères, on retrouve justement une filière qui est dédiée à la gestion du chiffre. Au sein de cette gestion du chiffre, cette filière, on retrouve plusieurs organismes qui aujourd'hui ont été rassemblés sous l'égide du commissariat au numérique de défense pour faciliter justement les échanges. On va y retrouver des organismes décisionnaires, que ce soit la gouvernance du chiffre, le bureau de direction des réseaux de chiffrement, qui sont situés par exemple au fort du Kremlin-Bicêtre, ou des organismes qui sont des organismes de mise en œuvre, dont celui dans lequel je fais partie, le centre de mise en œuvre du chiffre, situé à Orléans, qui est rattaché au Centre national de soutien opérationnel, dont la mission est majoritairement d'apporter justement les moyens informatiques aux différentes forces armées présentes un peu partout. Au sein du centre de mise en œuvre du chiffre, on retrouve un grand nombre de corps de métier. On ne se contente pas simplement d'avoir des gens qui sont spécialisés dans le cyber, puisqu'on va y retrouver des gens qui sont spécialisés dans la logistique, puisque je l'évoquais, on doit être en mesure de pouvoir acheminer, que ce soit les matériels ou les clés de chiffrement qu'on a produits, partout où sont disposées des troupes françaises. On a également des gens qui sont spécialisés, comme je l'expliquais, dans la fabrication de ces clés de chiffrement, pour qu'on ait cette autonomie et cette robustesse vis-à-vis des pays étrangers. On a également des gens dont le métier va être d'acquérir les équipements de chiffrement, donc on parle cette fois-ci de gens qui ont des spécialités en termes de gestion de marché. On a également tout un corps de métier qui est en fait dédié au soutien opérationnel de ces moyens de chiffrement, donc de ces équipements, où les gens vont aller jusqu'au niveau du composant électronique pour pouvoir le réparer si jamais il y a des pannes. Et enfin, on retrouve classiquement, on va dire, des postes de bureau qui vont faire de l'étude de dossier pour répondre aux besoins justement des armées en matière de protection des informations. Comment on fait pour rejoindre une telle structure comme celle du centre de mise en œuvre du chiffre ? Aujourd'hui, il n'existe pas de filière propre en fait au domaine du chiffre, mais tout simplement les gens qui seraient intéressés par rejoindre ce type d'emploi peuvent tout simplement se rapprocher de leur centre de recrutement, que ce soit marine, armée de terre ou armée de l'air, et de se rapprocher si possible soit de la filière logistique et de s'orienter ensuite dans une filière logistique un peu plus spécialisée qui est celle du chiffre, ou alors tout simplement dans le domaine des transmissions et de se renseigner sur les postes qui sont ouverts au sein de la filière du chiffre, puisqu'on en trouve à tous les niveaux, que ce soit au niveau des états-majors pour les aspects décisionnels, mais également dans les forces armées, dans les unités en bout de chaîne, puisque tous les opérateurs sont amenés à un moment ou à un autre à utiliser des moyens de chiffrement. Concernant le recrutement justement particulier, je vous invite également à aller consulter le site d'offres que propose le CND aujourd'hui via ce qu'on appelle le BARN, le Bureau d'appui au recrutement au numérique,
qui offre régulièrement justement des propositions d'emploi sur des postes très variés, que ce soit dans le domaine du numérique, mais également dans le domaine spécifique du chiffre. Merci beaucoup, commandant, pour ces informations. Alors, comme annoncé au début de l'épisode, la prochaine révolution, c'est l'arrivée de l'ordinateur quantique qui va être en capacité, si j'ai bien compris, de casser toutes les clés de chiffrement dont nous disposons actuellement. On appelle ça le Big Bang cryptographique ou le Q-Day. En préparant cet épisode, j'ai été très étonnée de découvrir que le quantique arrivait si vite et que ça allait être une vraie révolution dans absolument tous les domaines. Benjamin Thomas, est-ce que vous pouvez rappeler les enjeux de l'arrivée de cette nouvelle technologie dans le secteur de la défense ? Tout à fait. Les enjeux sont gigantesques en réalité, puisque ce sont les fondements mêmes de la cybersécurité qui seront mis à risque pour la première fois depuis qu'on utilise la cryptographie sur nos systèmes d'information. Donc il s'agit de la cryptographie en elle-même qui est à risque. Le problème, et justement c'est le principal enjeu, c'est que tous nos systèmes d'information ont été conçus sans prendre en compte le fait qu'on devra finir par devoir changer ces algorithmes cryptographiques vers d'autres qui cette fois seront robustes aux menaces de demain comme à la menace quantique. Un autre enjeu à prendre en compte, c'est qu'en réalité on peut parler de 2029, mais on n'a pas de date précise quant à l'arrivée de l'ordinateur quantique. Certains parlent de 2028. Le consensus tourne entre... Ça reste demain. Ça reste demain. C'est encore plus demain. Le consensus est tout de même entre 2030 et 2035, mais c'est assez difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que depuis des années, on parlait plutôt de 2050, 2060, et donc l'ordinateur quantique était plus de l'ordre de la science-fiction, et un certain nombre de freins technologiques et scientifiques ont été levés depuis un peu plus d'un an. Et depuis que ces freins ont été levés, des dizaines de milliards ont été investis sur le sujet, et ça devient de plus en plus une réalité. L'ordinateur quantique est d'ailleurs déjà une réalité, puisqu'il existe déjà, on peut déjà l'utiliser, il n'est juste pas assez performant aujourd'hui pour casser la cryptographie. Un enjeu majeur dont on parle déjà, il concerne une menace que l'on appelle Harvest Now Decrypt Later, qui consiste donc à collecter des données maintenant pour pouvoir les déchiffrer plus tard. On le sait depuis l'affaire Snowden, il y a des États qui ont déjà commencé à collecter très très grandes quantités de données en espérant pouvoir les déchiffrer lorsqu'ils en auront la capacité. Et donc ça fait potentiellement des années, voire des décennies que ça arrive. Et donc ils espèrent que ces données auront encore de la valeur au moment où elles sont déchiffrées. Si on parle de flux de données satellitaires ou radio dans le secteur de la défense, c'est vraisemblable d'imaginer justement que ces données auront encore de la valeur et donc auront un avantage stratégique pour l'État qui aura réussi à les collecter. En fait, c'est des données classifiées, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils collectent. Le but aujourd'hui, c'est de collecter de grandes quantités de données pour faire le tri plus tard. C'est aujourd'hui, justement, les États ne cherchent pas à prendre une information particulière. Ils cherchent à récupérer des masses de données incommensurables pour, une fois qu'ils en auront la capacité, pouvoir faire le tri et regarder si dans la masse de données, il y a des informations classifiées qui sont toujours d'intérêt aujourd'hui, puisque une information classifiée peut perdre d'intérêt très rapidement, et du coup pouvoir les exploiter à l'avenir. Donc là, le danger, ce serait qu'une puissance puisse avoir accès à une information qui n'est pas encore déclassifiée. Exactement. Et donc ça pourrait mettre en danger notre souveraineté, notre nation, tout simplement. C'est d'ailleurs vrai directement sur les théâtres d'opérations comme ça, mais c'est aussi vrai indirectement au travers des industriels dont on parlait précédemment. S'il est possible de voler des plans pour des sous-marins ou pour un quelconque équipement stratégique et sensible, ça peut avoir de la valeur encore dans 10 ans, dans 20 ans, et donc ça peut être pertinent de récupérer ces données maintenant. Donc les solutions existent certes, la cryptographie post-quantique, cependant nous avons assez peu de recul aujourd'hui quant à la pérennité de ces algorithmes, de ces nouveaux algorithmes de cryptographie, et donc la bonne pratique serait de ne pas refaire les erreurs qui ont été commises dans les années 80 ou 90, lorsque les systèmes d'information ont été conçus sans prendre en compte la nécessité de devoir changer un jour les algorithmes cryptographiques utilisés. Et donc il faut mettre en place une sorte d'agilité cryptographique pour s'assurer qu'à l'avenir, lorsque ces nouveaux standards de la cryptographie seront à leur tour cassés, on puisse facilement en changer sans avoir à recommencer de zéro ce gros chantier qui nous attend. Aujourd'hui, on sait gérer l'obsolescence de ces systèmes d'exploitation, on sait changer Windows, la version de son Windows ou de son Linux. On ne sait pas gérer l'obsolescence de ces algorithmes cryptographiques. On n'a pas d'indicateur pour avoir la vue sur ce qui est obsolète, ce qui ne l'est pas en temps réel.
Chez Orange Cyberdéfense, vous préparez déjà vos clients à l'arrivée du quantique. Quelles sont vos recommandations pour que cette transition elle se fasse dans les meilleures conditions et qu'on évite justement ce vol de données, par exemple? Justement, la principale difficulté, c'est que en général, les organisations n'ont absolument aucune idée de où commencer. On ne sait même pas où la cryptographie est utilisée aujourd'hui sur les systèmes d'information. On l'utilise tellement naturellement depuis des décennies qu'elle est ancrée au plus profond de nos systèmes d'information et qu'on ne saurait même pas par où commencer s'il fallait remédier. Donc avant de penser à la moindre remédiation, la bonne pratique, c'est effectivement de commencer par faire un état des lieux. Cet état des lieux, il se fait autant au niveau de la menace, donc comprendre à quel point est-ce qu'on est exposé face à cette menace, quelles sont les données qui sont à risque et donc qui sont à privilégier, donc par exemple lesquelles auront encore de la valeur dans 5 ans, dans 10 ans, mais aussi à quel point est-ce que un attaquant qui disposerait d'un ordinateur quantique pourrait nuire à une organisation. Ça, c'est un premier volet. Donc, il s'agit d'identifier un peu les risques qui planent autour d'une organisation face à un attaquant qui est doté d'un ordinateur quantique. Ensuite, il s'agit d'inventorier tous les usages de la cryptographie, la moindre utilisation d'une clé publique ou privée, d'un certificat, tout ce qui pourrait être récolté, usurpé par un attaquant qui disposerait d'un ordinateur quantique. Et donc sur cette base, il est possible de créer justement une feuille de route de remédiation, une feuille de route de migration, sachant que les solutions pour se protéger face à cette menace existent déjà. Il s'agit de la cryptographie post-quantique, ou PQC en anglais. Et donc il s'agit effectivement de créer une feuille de route qui va permettre aux organisations de mettre en place cette nouvelle cryptographie. On investit des milliards aujourd'hui dans ces stratégies pour se protéger contre le quantique, mais on entend si peu parler du sujet. Je me demande si les entreprises et les institutions elles sont vraiment conscientes de ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous constatez, vous, chez Orange Cyberdéfense, par rapport à cette prise de conscience ? Effectivement, en 2025, les Nations Unies ont déclaré que la menace quantique devait être l'un des grands enjeux de 2025. Depuis, les choses ont commencé à bouger, mais ça reste un sujet qui est encore considéré comme étant de niche, et surtout, comme on ne connaît pas exactement la date de l'arrivée d'un ordinateur quantique capable de casser la cryptographie, il est assez difficile pour un responsable sécurité d'obtenir le budget pour investir dans la sécurité de son organisation. Et surtout, s'il dit à sa direction que la menace n'arrivera pas avant 2030, dans ce cas-là, il est assez peu probable que la direction soit suffisamment sensibilisée pour comprendre que l'investissement doit se faire dès maintenant. Alors qu'en réalité, il y a plusieurs années de travail avant de pouvoir être protégé. Aujourd'hui, effectivement, il y a assez peu d'entreprises qui sont préparées et qui ont commencé à se protéger face à cette menace. Ce que l'on constate cependant, c'est que même si une minorité des organisations ont commencé, la majorité de celles qui sont conscientes de l'arrivée de la menace considèrent la menace quantique comme étant l'un des plus gros enjeux de cyber de ces 5 prochaines années. Qu'est-ce qui se passe le jour où un cybercriminel a un ordinateur quantique entre les mains ? Une idée reçue laisse penser que les premiers qui disposeront d'un ordinateur quantique seront les États. En réalité, ce sont surtout des industriels qui travaillent sur ces ordinateurs quantiques. Alors, il n'est pas impossible que ces États ne nationalisent ou il n'est pas impossible qu'ils s'approprient une exclusivité à l'utilisation de l'ordinateur quantique pendant quelques années lorsqu'il sera suffisamment robuste, lorsqu'il sera suffisamment puissant pour casser la cryptographie. Donc, il est possible que les États soient les premiers à le faire pour s'attaquer entre eux. Il n'empêche que tous les constructeurs ou la plupart des constructeurs qui travaillent aujourd'hui sur un ordinateur quantique ont pour objectif de le mettre à disposition du plus grand nombre as a service, comme le cloud. Donc n'importe qui, vous et moi, on pourra utiliser du calcul quantique à la fois si on veut faire de la recherche pour trouver des nouveaux médicaments et à la fois si on veut casser de la cryptographie si on a oublié son mot de passe de session ou si on veut voler celui du voisin. Donc, pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Le Q-Day, vous l'appréhendez ou pas ? Si on commence à s'y préparer maintenant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour le grand public, en réalité, l'ordinateur quantique devrait apporter son lot de révolution dans tous les secteurs. Et les premiers qui seront bouleversés, ce seront les secteurs de la pharmaceutique, puisque le calcul quantique pourrait permettre d'accélérer à un niveau inimaginable la recherche et le développement de nouveaux médicaments, par exemple, de vaccins peut-être. Également dans la recherche et le développement dans le secteur des matériaux, où il sera possible peut-être d'identifier, de créer des nouveaux alliages qui seront peut-être plus légers, plus résistants, moins chers. Et donc tout ça, effectivement, indirectement, ça va impacter le grand public.
Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette interview. J'en profite également pour remercier Julie Carrier et Anouk Schmidt de chez Orange Cyberdéfense qui sont à l'initiative de cette mini-série. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode qui sera dédié à la lutte contre la cybercriminalité avec le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Commandant Benjamin, encore merci d'avoir participé à cet épisode. Merci. Et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.